Bonjour les papillons! Au moment de tourner cette vidéo, je suis à l'avant-veille de commencer un camp de couture parce que ici chez Fait Papillon, on fait ça pendant la semaine de relâche et pendant les vacances d'été, on fait des camps de couture avec des jeunes passionnés qui viennent coudre toute la journée. Et j'ai toujours un thème, un projet majeur qui prend pour certaines toute la semaine au complet, pour d'autres juste les premières heures du camp. Tout le monde y va à son rythme et c'est ça qu'on aime. Donc, un projet majeur. Puis après ça, les élèves vont avec des projets libres, puis je les accompagne à travers ces projets-là. Et cette semaine, le projet majeur, c'est un sac de sport, genre bowling, le beau sac rond qu'on va souvent retrouver sous l'appellation duffel bag. Euh, Là, comme d'habitude, ben, j'ai voulu en créer un comme exemple pour que les élèves aient un exemple concret en arrivant de ce qu'ils vont créer cette semaine. J'ai décidé de vraiment filmer chacune des étapes de la réalisation de ce sac-là pour que tu puisses en faire un aussi à la maison. Avant de commencer, j'aimerais ça te donner plein d'idées de matériel à utiliser pour réaliser ton sac. Tu le sais, je suis une passionnée de surcyclage. Donc oui, tu peux partir en courant au magasin de tissus et aller acheter tout du matériel neuf pour réaliser ton sac. Mais j'aimerais ça te donner des idées pour que ce sac-là te coûte 0$ et qui épuise aucune ressource de la planète. Au contraire, qui dévie des ressources qui autrement se seraient ramassées au site d'enfouissement. Donc, on va avoir besoin d'un tissu principal pour l'extérieur de notre sac. C'est vraiment important que ce soit rigide, que ça se tienne bien, parce que sinon, il n'est pas intéressant, le sac. S'il n'y a pas de forme, s'il ne maintient pas sa forme, bien, il est vraiment beaucoup moins intéressant. Donc, tu peux aller t'acheter une belle toile, tu pourrais t'acheter une toile même qui est imperméable, un velours côtelé, donc aller t'acheter un canevas qui a vraiment un tissé qui est de moyen à lourd, ou tu pourrais utiliser une nappe, un rideau, des vêtements comme un jeans pour le tissu extérieur de ton sac. Pour qu'il y ait une bonne tenue, moi, j'ai décidé de le matelacer. Tu vas voir ça là, plus loin dans la vidéo. Donc, de venir le matelacer avec un rembourrage. Quand on fait ça avec du matériel neuf, on va s'acheter ce qu'on appelle de la codelle, qui est moi j'appelle ça dans les cours, on appelle ça du chmou-chmou, n'est-ce pas? Donc, un rembourrage blanc qui s'appelle de la codelle. Il y a différentes épaisseurs. Plus c'est épais, plus ça va être matelassé. Si tu choisis de matelacer, moi, je m'amuse souvent à matelacer avec, parce que j'en ai beaucoup, là, des restants d'un ancien contrat, de la couverture de déménagement. C'est un matelassage super intéressant et qui a beaucoup de tenue. Donc, c'est une vieille couverture de déménagement qui ne sert pas. Ça peut être vraiment super intéressant. Ou toutes sortes d'autres couvertures qui peut-être sont brisées ou sont inutiles parce que tu en as trop. Des couvertures comme motelonnées, ça va être parfait. Des vieilles doudous qui ne servent plus, ça va vraiment faire le travail pour venir matelacer. Ou tu pourrais la prendre telle quelle. Une grosse couverture comme en polar, où ça pourrait super bien fonctionner. Un manteau d'hiver. Donc, si tu veux le faire en matelassé, mais que ça ne te tente pas de faire l'ouvrage de matelassage, ben, tu pourrais trouver un tissu qui est déjà matelassé. Un sac de couchage pour enfants, là, avec un Winnie the Pooh, peu importe, ça ferait vraiment un sac matelassé super intéressant. Bref, pour l'extérieur, c'est ce que je te propose. Pour l'intérieur, pour la doublure, ça peut vraiment être encore une fois beaucoup de choses. On pourrait aller chercher des vêtements parce que ça peut être une cotonnade, un polyester. Là, on va aller chercher un tissé qui est plus léger pour l'intérieur. Donc, si on prend un chemisier, par exemple, ça pourrait être super intéressant. S'il y a une poche sur le chemisier, de l'utiliser pour l'intérieur du sac, puis on vient d'avoir une poche supplémentaire pour ranger nos choses dans notre sac. Ça pourrait être encore une fois une nappe, un rideau, un drap. Moi, c'est un drap que j'ai utilisé pour l'intérieur
de mon sac. Ça fait tout du super bon matériel. Pour les ganses, ben, c'est sûr que normalement, on va utiliser une ganse soit de coton ou de nylon. Il faut que ce soit solide. Là, si tu es pour transporter vraiment tes choses lourdes dans ton sac, il faut que ta ganse soit solide. Ce qui est super intéressant pour les ganses à utiliser, c'est des ceintures. C'est sûr que là, une ceinture de cuir, il faut que tu sois équipé pour la coudre, ça te prendrait une machine à coudre industrielle. Mais il y a plein de ceintures, soit que tu as déjà ou que tu peux récupérer en friperie, qui sont des tissés, là, des sangles finalement, des sangles de nylon ou de coton qui pourraient servir, ou tout simplement de la sangle, des sangles là, pour de déménagement où ça peut servir. Moi, j'ai utilisé du gros élastique. J'en ai. C'est des gros rouleaux que j'avais récupérés un atelier de couture qui fermait. Donc, j'en ai vraiment beaucoup, puis ça fait super bien le travail. La fermeture éclair, ben, tu peux la récupérer d'un manteau ou justement d'un sac de couchage ou peu importe. Donc, tu peux essayer de récupérer même ta fermeture éclair. Est-ce qu'on a fait le tour? Je pense qu'on a fait le tour du matériel que tu dois utiliser pour faire ce sac-là. Donc, on va y aller étape par étape. C'est pas un projet débutant. C'est quand même un projet qui a des beaux défis de couture dedans, mais je pense vraiment que n'importe qui peut le faire en prenant son temps. C'est pas compliqué, c'est juste d'être précise, d'y aller une étape à la fois. Et je suis certaine que tu vas y arriver. Moi, en tout cas, je le tente avec cinq jeunes couturières en camp cette semaine. Et j'ai très hâte de te partager le résultat de leur sac parce que ça peut partir dans vraiment beaucoup de directions. On peut créer un sac qui va être très sport, qu'on pourrait aller chercher des logos de marques de sport ou d'équipes sportives et venir les rapporter sur notre sac. Ça pourrait être vraiment très girly. Donc, pour ta petite nièce qui fait des cours de ballet, tu lui fais un sac pour apporter ces choses avec de la paillette rose, avec de la tulle, avec de la dentelle. Toi, pour aller à l'hôtel, ton petit sac de fin de semaine, ben, il pourrait vraiment être, encore une fois, très girly avec de la cuirette noire, puis des fermetures éclairs argentées, jouer avec des étiquettes. Donc, on peut vraiment y donner un style complètement personnalisé, superposer une dentelle sur un tissu uni, s'amuser. En fait, chaque projet, ça a toujours l'air très, très simple, mais ce sont des prétextes à s'amuser avec notre créativité pour trouver des façons de réutiliser ces tissus-là, plein de tissus qui autrement prendraient le chemin du site d'enfouissement. Donc, allons-y étape par étape avec la confection de notre super sac de sport. Tu auras besoin de cercles qui ont 28 cm de diamètre. Comment on fait ça, tracer des cercles qui ont 28 cm de diamètre? Je vais te donner un truc. On va plier notre tissu en 4. Et là, on va venir à partir du coin, se mesurer la moitié du diamètre dont on a besoin. Donc ici, 14 cm. On se fait un petit trait de craie comme ça. Et on va relier les points qu'on a tracés et venir découper. Puis quand on va déplier ça, on va avoir notre cercle de 28 cm. Ce cercle-là, j'en ai besoin 2 fois dans le tissu extérieur du sac. J'en ai besoin 2 fois dans la doublure que je vais utiliser, ce qui va être à l'intérieur de mon sac. Et 2 fois, si je veux matelasser mon sac,
dans ce que je vais utiliser pour matelacer mon sac. Si on choisissait de l'entoiler plutôt que de le matelacer, j'aurais besoin de 2 fois dans l'entoilage de ces cercles-là. Ensuite, je vais avoir besoin de rectangles qui ont 56,5 cm de longueur et 43 cm de largeur. Ces rectangles-là, même chose, 2 fois dans le tissu extérieur. Moi, j'ai ramassé plein de retailles de jeans de mes derniers projets et j'en ai fait des patchwork vraiment simples, là, sans trop y réfléchir. 2 fois, encore une fois, dans ce qui va nous servir pour matelacer et 2 fois dans notre tissu de doublure. Ensuite, je vais avoir besoin d'une fermeture éclair de 45 cm. Ici, j'avais un restant de fermeture éclair au mètre avec plus de curseur qui fit, mais j'ai trouvé un curseur autre dans mes curseurs récupérés, donc ça va être bien original. Et moi, j'ai choisi d'ajouter des poches que j'ai découpées dans des jeans. J'aurais pu les découdre et venir les recoudre, mais je voulais avoir une partie du tissu extérieur. Je vais te montrer pourquoi tantôt. J'ai celle-là qui est vraiment trop intéressante, qui était à l'arrière d'un jeans que j'ai récupéré. Donc, si tu veux ajouter des poches, ce pourrait être des poches à l'intérieur aussi. Tu pourrais décider d'intégrer des poches passe-poilées là, à l'intérieur de ton sac. Donc, tu auras besoin de matériel à cet effet-là, de fermeture éclair supplémentaire ou de tissu supplémentaire si tu décides d'ajouter des poches à l'intérieur ou à l'extérieur de ton sac. Ensuite, on va avoir besoin de 2 sangles qui ont 1,25 mètres chacune. Ça fait 2,5 mètres de sangles, c'est quand même beaucoup. Et de 2 petits rectangles de tissu qui ont 10 cm de long. Puis la largeur, idéalement, il faut que ce soit la même largeur que ta fermeture éclair. Moi, c'est plus étroit, mais je veux tellement utiliser ce tissu-là que je vais m'organiser. Mais donc, à peu près la même largeur que ta fermeture éclair et 10 cm de long. Moi, j'utilise un billet, ici, un restant de billet que j'avais. La première étape, ça va être de matelacer, si on choisit de matelacer notre tissu extérieur. Si on choisit de l'entoiler, donc ma première étape, ça va être de l'entoiler. Au niveau du matelassage, moi, le but ici n'est pas de faire un tutoriel de matelassage, mais je t'explique rapidement comment on doit faire. Je suis venue mettre mon tissu principal, l'envers, sur ma codelle ou sur ce que j'utilise pour matelacer. Et là, je vais le fixer à l'aide de plusieurs épingles de nourrice. Idéalement, ma codelle, je la mets plus grande que mon tissu principal parce que les coutures, c'est sûr, vont probablement la faire ramener un peu vers l'intérieur. Ici, c'est ce que j'avais. Donc, on va essayer de gérer ça avec les marges de couture un petit peu plus tard. Là, je dois venir surpiquer à plusieurs endroits pour fixer ça ensemble. Je pourrais prendre une règle puis une crête tailleur et venir me tracer des belles lignes parallèles. C'est intéressant de le faire en diagonale. Ça va faire un beau matelassé tout avec des losanges. Je pourrais mettre le pied qui permet de coudre en couture libre et venir faire un matelassage complètement aléatoire, juste me promener n'importe où. Les pros du matelassage vont vraiment venir créer des motifs pour matelacer. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement suivre les lignes de mon patchwork. Je vais venir coudre dans ma couture, dans mes coutures. Et c'est ça qui va me servir de guide pour le matelassage de mes tissus principaux. Donc, je vais devoir faire ça avec mes 2 rectangles et mes 2 cercles. On va aller faire le matelassage. Pour
le matelassage d'une des extrémités du sac, d'un des cercles, j'ai décidé de le faire vraiment avec des carreaux. Il y a plusieurs façons de faire ça. C'est une méthode de matelassage qu'on retrouve souvent. Là, si tu fais une mitaine de four ou des choses comme ça, tu vas vouloir matelasser en carreaux. Tu peux, comme je te le disais un petit peu plus tôt, venir te faire des lignes avec une craie et une règle. Et je pense sincèrement que c'est la meilleure méthode. C'est vraiment la façon d'être le plus précise. Et ça permet aussi de travailler de ma façon préférée, c'est-à-dire de ne pas y aller de façon graduelle, là, une ligne après l'autre en s'en allant de la droite vers la gauche, mais de faire une ligne dans un sens, une ligne dans l'autre sens, un peu plus à droite, deuxième couture, je m'en vais un peu plus les faire tout dans des ordres différents. Ça va éviter qu'on repousse la matière, puis qu'à la fin, on a un surplus de matière dans l'une ou l'autre des épaisseurs. Quand j'ai une petite surface comme ça, c'est moins grave, là, ça va moins risquer de faire ça. Donc, je vais utiliser, tu as peut-être remarqué dans tes outils de machine à coudre quelque chose qui ressemble à ça, puis tu n'as aucune idée à quoi ça sert. Des fois, ça ressemble à ça. C'est la même chose. Ce que je vais faire avec ça, c'est que je vais venir l'insérer dans mon pied de machine à coudre et ça va me permettre de faire des lignes qui sont parallèles. Je te montre ça. Donc, dans mon pied de machine à coudre, il y a comme un petit trou juste ici. Et c'est à l'intérieur de ça que je vais insérer l'outil que je t'ai montré. Donc, la distance entre l'aiguille et l'outil que je t'ai montré, bien, ça va être la distance que je vais avoir entre mes lignes de matelassage tout au long de mon ouvrage. Donc, l'idée, c'est de se faire une première ligne guide et après ça, pour chaque couture, je m'assure que l'outil suit ma couture précédente. Vient s'appuyer dessus, c'est mon guide. On va faire ça ensemble. Donc, quand je couds, je ne me préoccupe pas de mon aiguille, je ne regarde pas mon aiguille, je regarde toujours mon outil ici et je m'assure qu'il suit ma ligne guide. C'est pas super solide, c'est porté à bouger, donc c'est important de venir revérifier souvent si j'ai encore la bonne distance entre mon aiguille et mon outil pour m'assurer d'avoir des lignes qui sont vraiment, vraiment parallèles. Donc, ma couture d'après, je viens appuyer mon outil sur la couture que je viens de faire, puis je vais faire ça jusqu'au bout de mon ouvrage. C'est sûr que ça a été long à faire parce que j'ai fait mes carreaux très petits, mais l'idée, c'était de reproduire, de faire un rappel des carreaux du patchwork sur la partie principale du sac. C'est ça que je voulais, donc j'ai pris le temps de le faire et j'adore ça. Je trouve ça vraiment trop mignon. Si tu éloignes ton outil de ton aiguille, qui a un plus grand espace, ben les lignes vont être plus espacées de ton matelassage. Ça va prendre beaucoup moins de temps à matelasser. Donc, on a terminé une des extrémités du sac. Allons-y avec la deuxième extrémité. Donc, j'avais cette poche ronde récupérée sur une jeans. Je me disais, mais c'est quoi les chances de trouver une poche ronde comme ça? C'est vraiment trop cool. Ici, on voit, c'est la ceinture du jeans. Donc, je ne vais pas venir coudre en haut, ce qui va créer une poche ici, en plus de la poche zippée ici. Ça va être vraiment, vraiment pratique. J'aurais pu venir découdre ici ma poche et venir la recoudre, mais à cause des rivets,
j'aurais fallu que je l'abîme, là, ça aurait été un petit peu plus compliqué. Puis moi, j'avais envie de conserver la taille. Donc, je l'ai carrément découpé. Puis je vais venir je me suis gardé un petit peu du jeans autour de la poche et je vais venir le coudre sur ma deuxième extrémité de sac avec le point qu'on appelle le point bourdon. C'est le point qu'on va utiliser pour faire des appliqués. Donc, je vais le coudre une première fois avec un zigzag assez régulier, avec une longueur et une largeur plus habituelle pour le fixer parce que quand on coud, ça repousse comme la matière, puis souvent à la fin, on se ramasse comme avec un petit pli. Fait qu'il faut bien, bien, bien s'épingler. Puis en le faisant une première fois avec un zigzag qui est plus long, ça évite ça, puis ça le maintient en place. C'est un peu comme si je faisais un bâti finalement. Puis là, après ça, je vais le refaire une deuxième fois, mais avec un zigzag ultra serré, genre à 0,3. Le même zigzag que j'utiliserais pour faire une boutonnière. Donc, je vais le mettre là, il y a un petit dessin de boutonnière souvent sur notre roulette de largeur de poing. C'est ce que je vais utiliser pour la deuxième couture que je vais faire, qui va être la couture permanente. J'ai fixé une première fois avec un zigzag. Ma longueur de pointe était à 2,5 et ma largeur était à 6. Donc, c'est très, très large pour que ce soit solide. Je le laisse à 6, mais je réduis à 6 comme largeur, mais comme longueur, je réduis ça là, mini, mini, mini à 0,5 pour venir faire mon point de bourdon. C'est tellement long à faire, ça prend tellement de temps qu'on est porté à vouloir comme pousser sur le tissu pour aller plus vite. Mais c'est super important que tu laisses tes griffes d'entraînement faire leur travail, aller à leur rythme. Ça prend du temps parce que c'est des points qui sont collés les uns sur les autres. Ça prend beaucoup de fil aussi. Donc, on prend une grande respiration, puis on prend le temps qu'il faut. Et moi, je tripe sur le résultat et c'est sûr que je vais pouvoir mettre des roches, si je veux, dans ma poche. Elle va être vraiment, vraiment solide avec un point de bourdon aussi large que ça. Ça va pas bouger de là. On va continuer avec la pose des sangles. Je vais déterminer le centre de mon panneau principal d'une façon très, très, très scientifique. Je le plie en deux. Je viens appuyer comme ça sur le pli. Et en le dépliant, bien, ça a marqué. Le centre se trouve à être marqué tout le long. J'ai un pli que je peux voir qui me sert de repère. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir mesurer et l'espace entre mes deux sangles doit être de 15 cm. Donc, je vais mettre mon fameux pli du milieu sur la ligne de 7,5 et je peux venir mesurer, marquer l'endroit où doivent se positionner mes sangles. Donc, à 7,5 cm du centre d'un côté et de l'autre. Je vais faire ça à quelques reprises. Et là, je peux venir positionner ma sangle sur ces lignes-là. Donc, le côté intérieur de ma sangle suit la ligne que je viens de me marquer. Je vais donc pouvoir l'épingler. Même chose de l'autre côté.
L'autre mesure que je vais devoir venir marquer, je vais me tracer une ligne à 32 cm du fond du sac. Donc, 32 cm, je viens me faire une ligne de craie. Et la même chose de l'autre côté, 32 cm, je viens me faire une ligne de craie. Donc, la couture que je vais aller faire, c'est que je vais à peu près à 1 ou 2 mm du bord, je vais coudre comme ça à partir du fond du sac. À la ligne que je me suis tracée, je fais une couture comme ça et je reviens vers le bas. Puis je vais faire ça, la même chose de l'autre côté sur l'autre sangle. Trop paresseuse pour réenfiler ma machine en rouge, donc j'ai cousu en bleu marin. Puis finalement, j'aime bien le résultat du beau fil contrastant comme ça, puis ça te permet de mieux voir là, où est-ce qu'il faut coudre puis comment il faut coudre. Donc, on fait ça, bien entendu, sur les deux côtés de notre sac. Puis, il faut vraiment faire attention ici que la ganse n'est pas tournée parce qu'une fois que c'est cousu, si elle est tournée, il faut découdre. Maintenant que mes ganses sont installées, on peut passer à la pause de la fermeture éclair. Je vais maintenant venir installer ce qu'on appelle les propretés au bout de ma fermeture éclair. Donc, j'ai ma petite bande de tissu de 10 cm de long que je viens placer endroit contre endroit sur ma fermeture éclair et je vais venir faire une couture droite ici, toute simple là, à 2,5 à l'extrémité de ma fermeture éclair. Comme j'ai des dents en plastique, il n'y a aucun problème, je peux piquer dans mes dents. Et maintenant, je vais retourner comme ça et je vais venir faire une surpiqûre à peu près 1 mm du pli. Cette fois-ci, je vais allonger mon point parce que je suis en surpiqûre. Je vais mettre en longueur de 3. J'ai un côté de fait, je vais aller faire l'autre côté. Super important pour la couture de ta fermeture éclair, tu commences à coudre à 1 cm du bord. Donc, tu laisses 1 cm du petit tissu, du petit rectangle de tissu que tu as mis et de ton tissu principal. Et, tu laisses 1 cm, puis tu commences à coudre là. Puis à la fin, tu fais la même chose. Tu arrêtes de coudre à 1 cm du bord. Il faut qu'il y ait comme 1 cm qui est laissé ouvert. Tu vas comprendre pourquoi plus tard dans la suite des opérations. On va maintenant venir installer notre fermeture éclair sur notre premier côté, notre premier tissu principal. Je vais venir placer ma fermeture éclair l'endroit, donc le côté avec on voit le curseur, qu'on voit les dents, l'endroit de la petite bande qu'on a ajoutée contre l'endroit de mon tissu principal, bord à bord comme ça. Puis je vais venir me mettre des petites pinces pour maintenir ça en place. Je pourrais utiliser des épingles. J'aime bien les pinces, ça va plus vite, mais j'aurais tout à fait pu utiliser des épingles pour placer ma fermeture éclair. Là, c'est normal que les petits tissus qu'on s'est rajoutés, ça dépasse de chaque côté, il n'y a pas de problème. Je m'assure juste là, que ma fermeture éclair, elle est centrée, que ça dépasse à peu près égal de chaque côté. Fait que je vais changer mon pied de fermeture, mon pied de presseur de machine à coudre pour mettre le pied à fermeture éclair et je vais venir faire une couture ici à quelques millimètres de mes dents. Quand j'arrive à mon curseur, je m'assure que l'aiguille est piquée dans le tissu. Je peux donc lever mon pied. Je passe le curseur de l'autre côté de mon pied. Je rabaisse mon pied et on est reparti. Je vais maintenant installer un côté de doublure. Ce que je veux faire finalement, c'est venir mettre ma fermeture éclair en sandwich entre le tissu principal et la doublure. Donc, je vais mettre l'endroit de ma doublure contre
ici l'endroit de mon tissu principal pour venir insérer la fermeture éclair en sandwich entre les deux. Moi, je ne viens pas coudre de ce côté-là parce qu'on ne voit pas la fermeture éclair. C'est sûr qu'on peut y aller au toucher, voir où est-ce qu'elles sont les dents pour se guider, pour être sûr de coudre à la bonne place. Mais ce que je fais, c'est que je viens travailler de ce côté-là. Puis là, je vois la première couture que j'ai fait et c'est elle qui me sert de guide. Elle, c'est sûr qu'elle est à la bonne place sur mon ruban de fermeture éclair. Donc, c'est elle qui me sert. Je vais repiquer pas exactement par-dessus, mais peut-être 1 mm plus vers le centre du sac, pas vers l'extérieur comme ça, ce qui fait que cette couture-là va être complètement invisible à l'intérieur du sac. Donc, peut-être 1 mm en dessous ici, c'est ça mon guide, puis je vais être certaine de la précision de mon travail. Maintenant, on va retourner tout ça. Et on voit que la fermeture éclair, elle est prise en sandwich entre la doublure et le tissu principal et qu'on ne voit pas de couture en nulle part. On va venir bien écraser tout ça, bien presser tout ça pour éviter qu'il y ait comme un repli comme ça. Et on va venir faire une surpiqûre à peu près 2 mm du pli. Donc, on va allonger notre point un petit peu étant donné qu'on est en surpiqûre et on va venir piquer tout ça. Pour avoir de la place pour mon ouvrage, pour pas que tout mon sac soit pris ici dans le petit trou de ma machine à coudre, j'ai changé de côté mon pied de fermeture éclair. Un pied de fermeture éclair, on peut le mettre à droite ou à gauche, donc je l'ai changé de côté pour que la petite fente en dessous qui permet de glisser les dents, elle soit vers la droite et que ce soit plus facile pour moi de travailler. Pour le deuxième côté de la fermeture éclair, je vais venir placer l'endroit du deuxième côté sur l'endroit de ma fermeture éclair. On va venir placer des petites pinces comme on l'a fait tantôt. On refait les mêmes opérations finalement en s'assurant que mes côtés arrivent bien. Puis on va venir faire une couture du côté de la fermeture éclair. Ça va mieux là. On voit mieux notre distance avec les dents de la fermeture éclair. C'est parti! Comme pour le premier côté tantôt, on vient placer notre fermeture éclair en sandwich entre le tissu principal et mon tissu de doublure. Donc, je viens placer mon tissu de doublure, l'endroit contre l'endroit de ma fermeture éclair. Donc, elle se trouve à être en sandwich entre le tissu principal et la doublure. Je remets des pinces et je viens faire encore une couture comme tantôt. Ça avance, ça avance! On va replier notre sac avec les deux côtés doublure d'un côté et les deux côtés tissu principal de l'autre. Donc, j'ai mes deux côtés doublure endroit contre endroit l'un sur l'autre, puis la même chose avec mes deux côtés tissus principaux, comme ça. Je vais venir faire une couture dans le bas de ma doublure, juste le fond, comme ça, pas les côtés, à 1 cm du bord, la marge de couture habituelle, en me laissant une ouverture de 15 cm. Donc, c'est toujours une bonne idée de venir la marquer à la craie pour être sûr de ne pas passer tout droit. Donc, point d'arrêt, point d'arrêt, 15 cm, point d'arrêt, point d'arrêt. Et je vais faire la même chose. Je vais aller coudre le fond de mes deux tissus principaux, sauf que de l'autre côté, je n'ai pas besoin de laisser d'ouverture. C'est parti! Là, le plaisir commence. La prochaine opération, c'est de venir insérer notre cercle de doublure dans le trou en cercle
qu'on a formé en venant faire la couture du fond. Et là, on va utiliser ma méthode que les profs de maths n'aiment pas son appellation, les 4 coins du cercle. Donc, je vais venir marquer 4 coins dans mon cercle. Comment je fais ça? J'ai déjà 2 repères. J'ai déjà là où est la fermeture éclair, puis on a laissé 1 cm, donc on s'est dégagé là, sur 1 cm, et la couture du fond. Ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre un par-dessus l'autre, ces 2 repères-là, la couture du fond et là où est ma fermeture éclair, pour plier ça comme en 2. Et là, ça va venir me donner 2 repères supplémentaires qui sont dans chacun des plis. Donc, ce que je vais faire, je les mets un par-dessus l'autre et le pli que ça vient former, je viens mettre une épingle. Ça me fait un repère et la même chose de l'autre côté. Je viens mettre une épingle. Donc, mon cercle est séparé en 4 parties égales. C'est mes 4 coins du cercle. Je vais faire la même chose avec mon cercle ici. Je vais le plier en 2. Et dans le pli ici, je vais venir mettre une épingle. Même chose de l'autre côté. Et là, ces 2 repères-là, mes 2 épingles, je les mets une par-dessus l'autre, puis ça m'en donne 2 autres. Fait que dans les plis, je viens mettre une épingle et une autre épingle. Et voilà, j'ai 4 repères. Mon cercle est séparé en 4 parties égales. Tu me vois venir, hein? On va venir mettre chacun des repères ensemble. Donc, je prends un repère, une épingle de mon sac et je viens y mettre un des 4 coins de mon cercle, endroit contre endroit. Et je fais ça avec les 4 repères. Donc, deuxième épingle, deuxième repère. À chaque fois qu'on doit venir insérer un cercle dans un autre cercle, c'est toujours ça, la technique. Donc, si j'ai une encolure que je veux venir mettre, un col que je veux venir mettre dans une encolure, je vais le séparer en 4 cadrans. Je vais séparer mon encolure en 4 cadrans, puis je vais les faire coordonner ensemble. Un poignet, la taille d'une jupe. Donc, quand j'ai 2 cercles à faire arriver, je les sépare en 4 et je les épingle ensemble. C'est toujours la même technique. Si jamais c'est très, très juste, c'est petit, c'est serré, c'est très, très juste, comme par exemple, quand on fait un chapeau, un bucket hat, des fois, c'est difficile de venir insérer le cercle du dessus sur le premier anneau ici. On va tout le cranter. On va venir faire tous des petits coups de ciseaux tout le tour. Ça va vraiment l'aider à prendre sa place. Ici, c'est quand même assez grand, la matière, c'est pas trop serré. Donc, normalement, tu n'auras pas de difficulté. Donc, j'ai mon rond qui est inséré dans le rond du sac. Entre 2 repères, je vais venir en mettre d'autres. Je veux vraiment m'épingler beaucoup, 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 beaucoup pour être sûr qu'il n'y a pas trop de matière ou pas assez à un moment donné. Puis quand je suis en train de coudre, ça ne fonctionne pas. Donc, entre 2 épingles, je viens rajouter plein d'autres épingles pour en avoir tout le tour et s'assurer que tout fonctionne. Et voilà, j'ai un beau cercle tout épinglé tout le tour. Plus on en met, mieux c'est, vraiment. Donc, je suis prête à aller faire cette couture-là. C'est une couture d'assemblage, donc à 2,5 pour ma longueur de pointe. Puis je vais faire ça 4 fois. 2 fois pour la doublure et 2 fois, ça va être exactement la même méthode pour mon tissu principal. Je dois faire attention quand j'arrive vis-à-vis la fermeture éclair. On s'était laissé 1 cm de jeu.
Donc, je vais coudre ma doublure uniquement avec le tissu doublure en laissant le centimètre de tissu principal de l'autre côté. Ça fait comme un trou, là. On s'en fait pas. Une fois tout assemblé, ça va tout disparaître, tu vas voir. On y va pour la couture. C'est le moment de l'accouchement. Roulement de tambour. On se ramasse avec une grosse bébelle comme ça. Et par l'ouverture de 15 cm qu'on s'était laissé dans la doublure, on va retourner tout notre ouvrage de côté. Et là, on espère avoir eu la bonne idée de laisser la fermeture éclair ouverte parce que sinon, c'est plus difficile pour virer notre ouvrage de côté. Donc, tout ce qui nous reste à faire, c'est de venir refermer l'ouverture qu'on s'était laissée pour tourner notre ouvrage de bord. J'ai deux options. Je peux venir fermer ça avec un point d'échelle, un point invisible à la main, donc en faisant ça à la main. Puis si je veux le faire à la machine, ben je vais venir faire un petit point, une petite couture nervure sur le bord, très très près du bord pour refermer cette ouverture-là, puis mon sac va être terminé! J'aime vraiment trop le résultat. Il est tellement beau, là. Ça va être super pratique à une extrémité de pouvoir insérer mon portefeuille, mon téléphone, mes clés facilement. J'ai deux poches. Puis ça contient, là, c'est incroyable. Moi, je pars un mois, je pense, avec cette grosseur de sac-là. On va le tester, on va s'amuser à voir combien de paires de jeans on est capable d'entrer dans le sac. Donc, une paire de jeans. Wow! Deux. OK, il y en a des petites. Trois. Il y en a qui ont déjà subi des... quatre. 5, 6. Bon, je ne veux pas le forcer, là. On a ajouté une 7e. Mais en forçant, j'aurais pu en ajouter plus. Donc, c'est vraiment un sac qui contient beaucoup, beaucoup. Qui va être super pratique pour partir en vacances.